La science ne sait pas vraiment pourquoi nous rêvons. Les humains en savent plus sur des systèmes solaires situés à des années-lumière que sur nos histoires étranges inventées par l'esprit. Bien sûr, nous savons que l'on rêve principalement pendant le sommeil paradoxal, et nous savons que ce type de sommeil joue un rôle important dans la formation des souvenirs. Mais pourquoi rêver dans tout ça? Quel est le lien entre former des souvenirs et avoir des hallucinations ultra réalistes, dans lesquelles tu fais un pique-nique avec MrBeast par exemple? Il n'y a pas vraiment de réponse. La science ne sait pas vraiment, mais il existe des théories, et chaque théorie tombe généralement dans l'une des deux catégories. La première affirme que les rêves ont une fonction principale, l'autre dit que les rêves sont un épiphénomène, ou pour faire simple, un effet secondaire d'une fonction principale. Autrement dit, ce serait simplement un détail insignifiant du cerveau. Ceux qui soutiennent la théorie de la fonction principale voient les choses ainsi. On peut observer en branchant des gens à des capteurs que pendant le sommeil paradoxal, ils ressentent souvent des émotions négatives, notamment de l'anxiété. Ces scientifiques en concluent que les rêves servent à nous préparer aux menaces, pour que nous puissions agir dans un état d'anxiété dans la vie réelle. Ils affirment que les rêves sont un trait évolutif. Les premiers humains qui rêvaient d'angoisse étaient plus préparés à affronter des événements réels, car ils avaient déjà ressenti ces angoisses, peut-être dans d'autres circonstances à travers leurs rêves. Plus tes rêves étaient effrayants, mieux tu étais préparé. Les partisans de la théorie de l'épiphénomène ont une autre version. Pour eux, pendant le sommeil paradoxal, la partie inconsciente de notre cerveau trie les souvenirs, jette les informations inutiles et affine ce qui est important. La théorie veut que les impulsions électriques générées durant ce processus soient perçues par notre cerveau conscient. Et notre cortex, un peu confus face à tout ce bruit, compose une histoire pour donner du sens à tout ça, créant ainsi un rêve. Et comme c'est le cortex, il va généralement intégrer des choses auxquelles tu penses souvent, d'où parfois ce rêve avec MrBeast et toi dans un pique-nique. Cette façon de penser affirme que les rêves n'ont aucune utilité, qu'ils ne sont qu'un sous-produit aléatoire. Le problème avec ce point de vue, c'est que notre corps semble avoir mis en place des mécanismes complexes pour s'assurer que nous puissions rêver. Par exemple, pendant le sommeil paradoxal, ton cerveau inhibe les neurones moteurs de ta moelle épinière, te mettant littéralement en état inconscient pendant ton sommeil, pour que tu ne mettes pas tes rêves en action. C'est comme si ton cerveau faisait tout son possible pour que tu rêves. Il existe aussi des cas où les rêves ont clairement aidé les gens à traiter des informations, ce qui va à l'encontre de l'idée selon laquelle ils seraient inutiles. Par exemple, en 1845, un inventeur nommé Elias Howe était obsédé par une idée, une machine avec une aiguille capable de traverser le tissu à ta place. Mais il ne savait pas comment cela pourrait fonctionner. Une nuit, il fit un rêve étrange, où il allait être cuit par des cannibales. Les cannibales dansaient autour de lui avec des lances, prêts à le jeter dans le feu. Mais il remarqua quelque chose d'étrange. Chaque lance avait un petit trou près de la pointe. À son réveil, il ne parvenait pas à se sortir de l'esprit cette image des lances étranges qui bougeaient de haut en bas. Il comprit alors que c'était la clé pour faire fonctionner sa machine. Il déplaça le trou de l'arrière de l'aiguille, comme on le fait à la main, vers la pointe de l'aiguille, comme les lances. C'est donc grâce à un rêve qu'il a découvert la possibilité technologique de la machine à coudre. Car le Jung, lui, croyait que les rêves avaient une signification très profonde. En fait, il semble adopter une position intermédiaire entre les deux visions. Il disait que les rêves sont des messages envoyés depuis l'inconscient. Selon ses mots, le rêve est une trahison spontanée de soi-même et une forme symbolique de la situation réelle dans l'inconscient. Le rêve est spécifiquement l'expression de l'inconscient. Et je trouve ça plutôt intéressant. Pas mal d'expressions complexes, certes, mais quand même intéressant. Je pense que cette manière de voir les choses est juste, parce que moi-même j'ai fait des rêves lucides pendant une grande partie de ma vie. Laisse-moi te donner un exemple de rêve lucide. Une nuit, j'ai rêvé que j'étais enfermé dans ma chambre, assis, mais la chambre était vide, sans meubles. Quand d'un seul coup, j'ai vu un lézard qui se baladait tranquillement dans ma chambre. Immédiatement après, je me suis dit, c'est forcément un rêve. Alors je me suis levé, j'ai décidé que la porte n'était plus verrouillée, je suis allé dans mon salon, je me suis assis et j'ai commencé une discussion philosophique avec Macron. Selon les partisans de l'épiphénomène, c'est ton conscient qui formule les rêves pendant que ton subconscient travaille dur. Mais cela contredit complètement cette théorie et va plutôt dans le sens des croyances de Jung. Car quand je pose des questions troublantes aux gens de mes rêves, j'obtiens toujours des réponses venues d'une perspective qui semble nouvelle. Je ne formule pas consciemment une réponse à ces questions,
Donc, par définition, n'est-ce pas le subconscient qui répond? Mais peut-être que notre façon de penser est erronée. Les partisans de l'épiphénomène classent le subconscient comme tout ce qui n'est pas ton cortex du cerveau, mais comme l'hippocampe et l'amygdale. Mais ni l'hippocampe ni l'amygdale ne peuvent formuler une pensée comme celle que j'ai vécue en rêve lucide. En réalité, une seule partie de ton cerveau le peut, l'hémisphère gauche, ou le droit si tu fais partie de la minorité marginale des gauchers. Dans tous les cas, ton cerveau est divisé en deux. Si je te demande de résoudre 345 x 2 et d'expliquer ta réponse, ce sera presque entièrement traité par ton hémisphère gauche. Mais si je te demande d'imaginer un coucher de soleil en barque au milieu de l'océan, allongé sur les genoux de MrBeast en regardant Oppenheimer, là, c'est ton hémisphère droit. Bien qu'on observe une activité des deux hémisphères pendant le sommeil paradoxal, une zone spécifique s'illumine, le lobe temporal droit, ou pour être plus inclusif avec les gauchers, le lobe temporal non dominant. Cette partie du cortex est impliquée dans l'apprentissage et la mémorisation d'informations non verbales, comme les éléments visuels, les éléments spatiaux, la musique, la cinématographie, etc. Donc oui, tu traites bien de l'information pendant le sommeil paradoxal. Cela semble clair, mais les observations pendant les rêves lucides contredisent l'idée que les rêves ne sont qu'un effet secondaire. Peut-être que cela a un lien avec le corps calleux, qui relie les deux hémisphères, mais dans ce cas, MrBeast ne pourrait pas articuler des réponses. Comme tu peux le voir, ça devient compliqué. La science s'effondre un peu, plus rien n'a de sens. Alors tournons-nous vers la philosophie pour nous donner l'illusion d'une réponse. Peut-être que les rêves pointent vers un chemin inconnu de la conscience éveillée, donnant une direction précieuse vers ce qui nous attend.